Donc, nous allons parler aujourd'hui de sédimentation marine. Pour nous, géologues, c'est un thème qui est extrêmement important parce que ce sont les sédiments, c'est la lecture des sédiments qui nous permettent de reconstituer l'histoire de la Terre. C'est la mémoire de la Terre, les sédiments. Alors, la sédimentation, elle est ou bien continentale ou bien marine. Alors, je ne vous parle pas aujourd'hui de la sédimentation continentale, dans les rivières, dans les lacs, etc. Je vais vous parler de la sédimentation marine, qui est donc beaucoup plus importante. Alors, voyons. Évidemment, la sédimentation d'aujourd'hui nous permet de comprendre ce qui s'est passé par le passé. Autrement dit, il suffit de lire les éléments qui constituent la sédimentation actuelle, en milieu marin en particulier, pour reconstituer en fonction du principe des causes actuelles, c'est-à-dire du fait que eh bien, le même résultat provient des mêmes causes que nous soyons aujourd'hui ou par le passé. C'est la sédimentation aujourd'hui qui nous permet de comprendre la sédimentation du passé. Alors vous voyez où se situent les milieux de dépôt qui nous intéressent aujourd'hui, depuis la côte jusqu'au fond sous-marin. Ensuite, nous verrons la nature des sédiments qui sont extrêmement variés, depuis les thyllites glaciaires, c'est-à-dire lorsque la glace, par exemple dans l'Antarctique, arrive à côté de la mer et fond dans la mer et abandonne ces sédiments, jusqu'aux argileux rouges qui en principe sont des sédiments très fins qui se trouvent le plus loin, le plus éloigné des côtes. Donc on va de la côte jusqu'au milieu marin profond. Et puis nous verrons également le taux de sédimentation, c'est-à-dire qu'on appréciera en fonction du temps géologique le taux de sédimentation, la quantité de sédiments qui se déposent par unité de temps. Et pour nous, en général, l'unité de temps, c'est le million d'années. En quelque sorte, c'est pas l'année. D'une manière générale, en géologie générale, c'est le million d'années. Alors, voyons si ça va marcher. Non, c'est pas là. C'est là. Voilà. On va y arriver. Donc, voilà le contexte dans lequel s'effectue la sédimentation marine. Vous avez le continent qui est ici, la mer profonde qui est ici. Ici, sur le continent, nous avons de l'érosion, c'est-à-dire c'est la zone d'alimentation de la sédimentation. Et ici, dans le milieu marin distal, il n'y a plus de sédimentation parce qu'on est trop loin par rapport à la côte. Et dans le milieu intermédiaire, vous voyez qu'il y a deux grandes zones. D'une part, ici, le domaine benthique, c'est-à-dire c'est le domaine qui longe la côte, où on a un taux de sédimentation très important. Et puis, au-delà, on a le domaine pélagique. On emploie ces termes en relation avec le comportement de la faune et de la flore. Dans le domaine pélagique, les organismes sont nageurs. Dans le domaine benthique, ils vivent sur le fond de l'eau. Alors, nous allons voir donc comment s'effectue la sédimentation
dans chacun de ces domaines. Ici, le domaine de la plateforme continentale, ici, le domaine bathyal, qui est plus profond, où la sédimentation est irrégulière, ici, le domaine abyssal, où la sédimentation qui provient du continent est vraiment très peu abondante. Et puis au-delà, ici, vous voyez, au-delà de 11 km à peu près, il n'y a plus pratiquement de sédimentation du tout. Voilà. Autrement dit, ce que vous voyez sur le terrain maintenant, en regardant les Pyrénées, s'il s'agit de roches sédimentaires, pas de roches volcaniques ou éruptives, s'il s'agit de roches sédimentaires, eh bien vous savez que obligatoirement ces roches se sont déposées dans ce domaine-là, c'est-à-dire entre 0 et 10 km, en quelque sorte, de profondeur, avec un taux de sédimentation très important entre 0 et 200 mètres. C'est là que les choses importantes se jouent. Voilà cette carte globale, planétaire, qui vous montre la localisation des zones de sédiments. Alors, vous voyez les continents, par exemple, ici, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Alors, et ici en bas, vous avez la nature des sédiments. Voilà. Alors, bon, localement, il y a le transport par la glace, mais la sédimentation est très peu importante. Ensuite, sur les plateformes carbonatées, vous voyez, c'est le bleu ici, là il y a un taux de sédimentation qui est vraiment importante, et vous constatez que cette sédimentation, elle s'effectue carbonatée essentiellement dans l'océan Atlantique ici, ou bien dans l'océan Indien ici. La sédimentation dans l'océan Pacifique, elle est beaucoup plus constituée d'éléments siliceux ou bien d'argile rouge. Vous constatez ici, en bordure de l'Antarctique, vous voyez, cette zone importante avec une sédimentation siliceuse. Autrement dit, on a des carbonates, on a de la silice, on a des argiles, on sait tout de suite dans quel environnement on se place et dans quel environnement s'est faite la sédimentation dans un passé plus ou moins lointain. Alors ici, oui, cette carte vous montre deux cas particuliers de sédimentation. Vous reconnaissez ici l'Afrique, l'Amérique, l'Asie. Et vous voyez qu'il y a ici un domaine où on a un taux de sédimentation très élevé. Ici, vous voyez, on a les épaisseurs en mètres par million d'années. Voilà, ça fait des kilomètres d'épaisseur. Alors, c'est d'une part dans le golfe du Bengale, c'est-à-dire au débouché du fleuve. Le fleuve qui vient de l'Himalaya et qui traverse. Le Gange. Le Brahmapoutre, voilà. Et puis, ici, alors là, c'est plus facile. Vous voyez, dans ce golfe du Mexique,
c'est le débouché du Mississippi. Voilà. Le Mississippi, c'est une rivière qui draine une grande partie de l'Amérique du Nord. Et comme ici, le Brahmaputra draine une grande partie du domaine himalayen. Donc, on a un taux de sédimentation qui est extrêmement important et évidemment, le golfe du Mexique comme le golfe du Bengale sont en train de disparaître par comblement du fond, par les sédiments. Alors maintenant, nous allons nous intéresser d'une manière plus générale aux bassins sédimentaires, aux zones dans lesquelles s'effectue donc la sédimentation, et nous allons voir quelle est la place de ces bassins dans le cycle de Wilson. Le cycle de Wilson, c'est toute une série de phénomènes qui accompagnent l'histoire d'une chaîne de montagnes. Une chaîne de montagnes, elle est en place, elle s'érode et elle va petit à petit disparaître et elle va, portée par des plaques qui sont divergentes, petit à petit reconstituer ailleurs un autre continent. C'est ça le cycle de Wilson. C'est la période d'en gros 400 millions d'années qui sépare la formation de chaînes de montagnes. Encore une fois, on a une chaîne de montagnes qui disparaît et qui va se former ailleurs. Tout ça pourquoi? Parce que les plaques lithosphériques et qui sont portées par des courants chauds, les plaques se déplacent. Entre les plaques, il y a les matières chaudes qui montent dans les dorsales, et puis ces matières chaudes qui montent dans les dorsales du milieu des océans, une fois qu'elles sont à la surface, elles se refroidissent, elles deviennent de plus en plus froides, et à ce moment-là, ces matières froides vont s'enfoncer sous les matières un peu plus chaudes pour constituer les chaînes de montagnes de subduction. C'est-à-dire que une matière lourde va s'enfoncer sous la matière plus légère. Ce qui est le cas, par exemple, pour les Pyrénées, vous avez la chaîne qui est faite de l'empilement de couches de sédiments qui sont légers, relativement légers. Étant légers, ils ont tendance à monter parce qu'ils sont portés par la matière chaude qui est à l'intérieur du globe terrestre. N'oublions pas que au centre du globe terrestre, la température est de 6000 degrés. Et cette température, justement, elle alimente les courants de convection. C'est-à-dire que la matière chaude a tendance à monter vers les endroits où la croûte se déchire, c'est-à-dire dans les dorsales médio-océaniques. Et la croûte, au contraire, s'empile dans les chaînes de montagne. Voilà. Les matériaux sont chauds et légers, ils arrivent à la surface, ils se refroidissent, ils s'alourdissent, et à ce moment-là, ils vont passer par-dessus des matériaux qui sont un peu plus chauds pour générer des chaînes de montagne. Alors, le cycle de Wilson, c'est l'ensemble des phénomènes qui, dans le temps, 400 millions d'années, vont d'une chaîne de montagne à un endroit donné, à une autre chaîne de montagne dans un autre endroit. Et ceci, ça se produit depuis qu'il y a de l'eau sur la Terre. On connaît actuellement 11 cycles de Wilson, c'est-à-dire 11 générations de chaînes de montagne qui se sont développées. Les premières, il n'y a que évidemment des petites bribes de rien du tout, mais
le géologue arrive à dater ces sédiments de 3 milliards d'années à peu près. Vous voyez? Et comme la Terre n'a que 4 milliards et demi d'années, vous voyez qu'il manque peu de temps finalement pour arriver, à travers la lecture des chaînes de montagnes, arriver à remonter le temps jusqu'à l'origine de la planète. Alors, nous avons là divers environnements. Tout d'abord, les rifts. To rift en anglais, ça veut dire déchirer, c'est-à-dire des endroits où la croûte se déchire. La croûte se déchire et permet le fonctionnement des dorsales avec des matériaux chauds. Ensuite, la résultante, ce sont les bassins de marge passive, c'est-à-dire que une fois que la croûte monte et petit à petit, les matériaux arrivent à la surface et latéralement, il y a des sédiments de marge passive. Et les sédiments ont tendance à essayer de rattraper et de reboucher le trou qui est fait par la montée des sédiments. Avec des exemples. Puis, on a également des bassins qui se situent en avant ou en arrière des chaînes de montagne qu'on appelle les chaînes de subduction, c'est-à-dire des chaînes où on a un morceau de croûte qui s'enfonce sous un autre morceau et elle est lourde, donc elle passe dessous. La croûte légère qui est au-dessus, elle a tendance à s'écailler et plus il y a d'écailles, plus on met de bouchons en quelque sorte à la surface de l'eau, et c'est comme ça qu'on crée le relief. Une chaîne de montagne est faite d'empilements de morceaux de croûte qui sont légers. Ensuite, nous verrons sommairement les bassins dits flexuraux avec l'exemple de la plaine molassique suisse, c'est-à-dire que on a la création d'une chaîne de montagne. Cette chaîne de montagne s'érode et va alimenter, en milieu continental ou marin, un bassin d'avant-pays qui est étroitement lié, associé à la chaîne de montagne. Et puis ensuite, on verra également d'autres types de bassins, les bassins sur relais de décrochement, c'est-à-dire que les bassins dont nous avons parlé précédemment, ce sont des bassins qui sont essentiellement associés à des mouvements divergents de la croûte ou convergents. Divergents, convergents. Mais il y a des bassins qui sont associés à des relais de décrochement. Parce que les plaques, elles ne se déplacent pas comme ça. Elles peuvent se déplacer un peu dans tous les sens. Ça dépend de l'origine des courants de convection, autrement dit de l'origine des déchirures qui affectent la croûte terrestre et permettent la montée des matériaux chauds. Actuellement, vous avez tous les océans de l'hémisphère sud qui sont des océans qui permettent la montée de matériaux chauds. Par conséquent, l'hémisphère sud chaud a tendance à grossir. La température moyenne y est de 1,5 degré plus élevée que dans l'hémisphère nord, dont l'hémisphère sud a tendance à enfler, et il y a des océans et peu de chaînes de montagnes, alors que l'hémisphère nord a tendance à se recroqueviller, et c'est là que se trouvent toutes les chaînes de montagnes importantes, les Himalayas, les Alpes, etc. Donc, vous voyez que actuellement nous sommes à un stade du cycle de Wilson
où justement il y a un équilibre qui se crée entre la création des chaînes de montagne par association, collision des plaques et également la création de croûtes ailleurs. Autrement dit, tout ça, c'est irrégulier et ça varie en fonction du temps. Autrement dit, aujourd'hui, la cordillère des Andes a une certaine localisation par rapport à la planète, mais les éléments qui entrent dans la composition de la cordillère des Andes, qui ont leur histoire, viennent d'ailleurs, effectivement. Voilà. Voilà le cycle de Wilson. Et vous voyez que on part ici d'une déchirure continentale, c'est-à-dire que la croûte terrestre se déchire parce que des matériaux chauds montent à la surface, et vous voyez quels sont les bassins qui sont associés, un bassin de déchirure, et puis lorsque, après l'éclatement, les morceaux de croûte sont assez éloignés, on a des bassins qui résultent de l'érosion des continents en cours de formation et qu'on appelle des bassins de marge passive parce que ils accompagnent la création de croûtes océaniques et la démolition de croûtes continentales passivement. La sédimentation n'a aucun rôle directement mécanique important dans la tectonique des plaques. Les sédiments sont le résultat de cette tectonique. Ils n'imposent pas la tectonique. Ensuite, vous voyez que ici, on est en période de divergence. Les continents, les plaques s'écartent et à partir d'un certain moment, on va vers la convergence et la subduction. Et tout ça, c'est lié au mouvement, à l'importance des mouvements relatifs de la croûte. Si vous avez la distension qui est plus importante que la compression, à ce moment-là, vous créez de la croûte océanique à partir des rides. Mais il arrive un moment où la subduction, l'enfoncement est plus important que la création de croûte. Et la résultante, c'est que les plaques vont se rapprocher ailleurs. Voilà comment fonctionne le cycle de Wilson. Et puis, ici, donc, la convergence est plus importante que la divergence. On a subduction, on a création d'une chaîne de montagne par collision, deux plaques s'affrontent, et puis ici, on a la période de démolition, de destruction et de disparition de la chaîne de montagne et de la plaque qui la porte. Et à ce moment-là, le relief devient de nouveau négatif et on recommence un nouveau cycle. Autrement dit, vous voyez que une chaîne de montagne comme les Pyrénées, c'est une chaîne dans laquelle on peut lire 3 cycles orogéniques. Et un exemple parmi d'autres, vous connaissez tous les migmatites de Gavarnie, et ces migmatites de Gavarnie, elles sont liées à, non pas au dernier cycle, ni à l'avant-dernier, mais au précédent. Et ces migmatites, ce sont d'anciennes argiles qui se sont formées près du pôle Sud. Près du pôle Sud, il y a à peu près 500 millions d'années. Voilà, et elles sont là aujourd'hui au milieu de sédiments qui sont beaucoup plus récents. Mais leur histoire est autre et très longue. Alors, je passe en revue rapidement des environnements de dépôt, des bassins de dépôt.
qui fonctionne actuellement. On est dans l'actuel et vous voyez que les premiers bassins, ce sont les bassins de type rift, c'est-à-dire de déchirure continentale. Et quand on parle de déchirure continentale, on parle essentiellement du rift ici est-africain. Voilà, ça c'est une zone de déchirure qui est continentale actuellement avec des lacs, mais qui petit à petit va générer un océan. Ça veut dire que toute la partie orientale ici de la corne de l'Afrique va se séparer progressivement du corps essentiel de la plaque. La plaque africaine, c'est une des plaques qui a donné le maximum de petites plaques annexes par éclatement. L'une de ces plaques, par exemple, c'est ce qu'on appelle la plaque apulienne, d'Apulie, en Italie, et c'est la plaque qui a généré les Alpes. Les Alpes sont associées à une collision entre un morceau de plaque africaine venu du sud, il y a à peu près 150 millions d'années, au début du Jurassique, et de la grande plaque européenne. Et la collision entre ces plaques a généré la cordillère des Alpes. Voilà, bon, je passe rapidement, sans ça je vais déborder. Voilà, ça, c'est, si vous voulez, un océan en cours de formation. C'est la mer Rouge. C'est-à-dire que l'Arabie saoudite est en train de s'éloigner progressivement de l'Afrique. Le rift, avec des matériaux chauds venus de la côte terrestre, continue à fonctionner dans le fond de ce rift, en quelque sorte, qu'est la mer Rouge. Voilà, alors au stade suivant, voilà ce qui se passe. Vous voyez, comme l'indique la flèche ici, nous sommes en période d'expansion océanique. C'est-à-dire que l'océan qui est ici, eh bien, est en cours d'élargissement. Les plaques bordières s'éloignent l'une de l'autre. Et à ce moment-là, voilà où se situe le domaine sédimentaire. Vous voyez, là on a associé tout un tas de types de sédiments et qui tous se trouvent sur une marge passive qui est ici. Voilà, tout ça c'est la marge passive. C'est-à-dire que la croûte océanique est en train de s'élargir progressivement. Et par conséquent, cette plaque qui est ici, elle s'éloigne vers la gauche, mais il y en a une autre qui s'en va vers la droite, en symétrique. Et les bassins sédimentaires, ils reproduisent cette géométrie et cette évolution. Et vous voyez que il y a différents stades. Ici, en rouge, on est avant la période d'éclatement et d'expansion océanique. Puis ensuite, ici, vous voyez voilà, une petite couche sédimentaire qui annonce la nouvelle période, le nouveau bassin. C'est-à-dire qu'on est vraiment au tout début de l'expansion océanique. Puis ensuite, l'expansion s'accélère. Et à ce moment-là, la croûte se déchire et génère tout un tas de blocs basculés que vous voyez ici. Les blocs basculés, vous les voyez là. Et en jaune, vous voyez les sédiments qui accompagnent le basculement. Vous voyez que les couches ne sont pas parallèles, elles sont
un éventail, en quelque sorte, à l'intérieur de ça. Et quand le géologue va sur le terrain et qu'il voit l'éventail, à cette échelle-là, l'échelle du bassin, il se pose la question, dans quel cycle je me situe? Et où je me situe par rapport au début du cycle et à la fin. Et on y arrive facilement parce que l'éventail en question, il est conservé sur le terrain, lui. Il est déformé, mais enfin, il est conservé. Le tout, c'est de savoir, c'est d'arriver à le lire convenablement. Et ensuite, donc, cet éventail qui est ici, il est contemporain du rifting, de la déchirure. La croûte se déchire et les blocs basculent. Et puis ensuite, une fois que la déchirure est faite, la marge qui est ici, eh bien c'est une marge pépère, tranquille, qui s'éloigne de l'autre marge sans déformation interne. Et à ce moment-là, vous avez la sédimentation qui est jaune clair, ici, voilà, qui tapisse tout le reste. Autrement dit, vous avez là 3 types de sédiments. Les uns sont antétectoniques, antérieurs à la cassure. Les autres sont syntectoniques, ils sont en éventail, c'est le basculement. Et les derniers, ils sont post-tectoniques, c'est-à-dire qu'ils recouvrent le tout. Voilà. Et ça, vous le retrouvez où que vous soyez sur la planète et quelle que soit la chaîne de montagne que vous étudiez. Oui. Alors ça, oui, c'est des exemples de marge passive. Alors nous en avons une ici, ça c'est le golfe de Gascogne. Et ici, au nord, nous avons une marge passive, c'est-à-dire que depuis la France et la Bretagne, en direction du sud et du golfe de Gascogne ici, on a la superposition des 3 types de sédiments dont je viens de vous parler. Étant donné que la création du golfe de Gascogne s'est associée à une période de rifting entre l'Europe et l'Ibérie. L'Europe est ici, l'Ibérie est là. L'Afrique était ici, l'Afrique était au niveau du Canada. Et l'Afrique s'est déplacée vers le sud et a entraîné la plaque ibérique en ouvrant le golfe de Gascogne, en quelque sorte. Et ce golfe de Gascogne est fait de 2 marges qui sont tout à fait différentes. Vous avez ici, au nord, côté français, une marge passive qui suit l'ouverture, et au sud, ici, vous avez une marge qui est active dans les monts Cantabriques, active parce que l'Afrique qui se déplace a ouvert le golfe de Gascogne qui est ici, mais actuellement l'Afrique est ici en bas et l'Afrique pousse vers le nord-ouest. Donc vous voyez l'histoire de l'Afrique. Elle se situait à côté du Canada, tel qu'on le voit aujourd'hui. Elle s'est déplacée vers le sud, puis elle a en permettant l'ouverture de l'Atlantique, puis elle s'est déplacée vers l'est, lorsque l'Atlantique, après le Jurassique, s'est ouvert progressivement, et actuellement, elle se déplace vers le nord-ouest à cause de la poussée de ces montées de matériaux chauds dans l'hémisphère sud. Vous avez l'océan Indien qui se développe actuellement en poussant à la fois l'Inde, l'Australie et l'Amérique du Sud en les poussant vers le nord. Voilà.
Et ce mouvement-là est irrémédiable jusqu'à la création de la prochaine Pangée. Tant qu'il y aura de la matière chaude à l'intérieur de la Terre, il y a 6000 degrés, donc il y a de la réserve. À ce moment-là, eh bien, la tectonique des plaques avec les cycles de Wilson fonctionnera et les géologues ont prévu que la prochaine Pangée, c'est-à-dire l'association de tous les continents, se situera autour du pôle Nord actuel. Donc l'Afrique a encore de la place. Mais d'ici là, il va se produire des choses. Bon, je passe assez vite. Voyez, l'intérêt des profils sismiques que vous voyez ici, c'est que il vous donne une image actuelle d'une marge. Alors que si vous êtes sur le terrain, vous êtes écrasé par le paysage et vous ne le voyez pas. Il faut que vous vous déplaciez, que vous traversiez une chaîne de montagnes pour avoir une idée. Les profils sismiques qui nous ont été fournis essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale par la recherche pétrolière, ces profils sismiques nous donnent une image actuelle des marges et qui nous ont permis de bien comprendre l'histoire des marges en milieu continental. Et alors on voit les blocs basculer, les sédiments antérieurs à la tectonique, post-tectonique, etc. Alors, sur le terrain, il y a malgré tout des paysages qui permettent de retrouver cette dynamique de blocs basculés. Là, vous avez une coupe dans les Alpes. Alors, vous voyez le taille-fer, etc. Eh bien, ce sont des résidus de blocs qui ont basculé au Jurassique lors de l'ouverture de la Thétis. Les Alpes sont associées à la collision entre une plaque africaine, la plaque italienne, voilà, et lors de l'ouverture du rift, à peu près au niveau de l'Arabie Saoudite actuelle, eh bien, il y a eu au nord une marge passive qui s'est créée en relation avec l'ouverture. Et cette marge passive s'est développée pour constituer l'océan Ligure. Et la plaque, c'est la plaque Ligure. Bien. Et ensuite, du fait de la migration de la plaque apulienne vers le nord, cet ancien bassin sédimentaire s'est fermé pour générer la chaîne des Alpes. Et malgré la fermeture, il y a des structures qui sont héritées de l'ancienne marge passive que l'on trouve sur le terrain. Voilà, ici, l'image du taille-fer en particulier, et on devine la position des failles qui sont des failles très anciennes, d'âge jurassique, 140, 150 millions d'années, mais qui sont contemporaines de la création du rift. Et lorsque la marge passive a été plus ou moins stabilisée, eh bien, elle s'est déplacée sans déformation. Et elle porte les anciens blocs basculés de cette donc vieille marge passive. Là, nous sommes dans un contexte un peu différent. Nous sommes dans un contexte où les bassins fonctionnent en relation avec un arc volcanique. Un arc volcanique, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ici
la croûte en gris, la croûte continentale, et en dessous le manteau supérieur. On est dans une zone ici de collision entre les croûtes. C'est-à-dire que latéralement ailleurs, ici et ici, il y a un rift qui fonctionne quelque part. Le rift crée de la croûte, et là, on est dans la zone de subduction, c'est-à-dire qu'il y a de la croûte qui disparaît sous une autre croûte. Cette croûte, elle va se chauffer de plus en plus, et elle va se fondre dans le manteau. Elle va disparaître. Les matériaux vont disparaître et alimenter finalement un autre cycle de Wilson ailleurs. Et alors, les bassins que vous voyez ici, voyez, ici et là, sont associés au fonctionnement de cet arc qui est un arc volcanique. Ici, les matériaux vont alimenter des volcans parce que on est en zone de distension. On est au-dessus du plan de Benioff et au-dessus du plan de subduction, la croûte superficielle est en distension. Plus rien ne la maintient latéralement. Étant en expansion, elle va se déchirer, elle va devenir légère et permettre la création des volcans. Et là, c'est l'exemple de la cordillère des Andes. Et l'une des caractéristiques de cette cordillère, c'est qu'on a ici un arc volcanique avec des matériaux issus de la profondeur, donc chauds, qui viennent vers la surface. Et vous avez dans la cordillère des Andes une chaîne, une succession d'anciens volcans que l'on va retrouver également dans les montagnes rocheuses au nord des Amériques, que l'on va retrouver également dans le Kamchatka et qu'on va retrouver aussi côté japonais, etc. Autrement dit, actuellement, l'océan Pacifique est en expansion avec une subduction du côté américain et une subduction du côté asiatique, ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle la ceinture de feu, on a tous ces volcans qui fonctionnent. Tant que le Pacifique sera en extension, eh bien, il y aura du volcanisme. Ça veut dire qu'il y en a encore pour des millions d'années. Voilà. Et la sédimentation s'adapte à ce contexte, c'est-à-dire que ici, en arrière, on a une zone calme au point de vue tectonique et on a un bassin sédimentaire subsidant, tranquille. En avant, par contre, ici, on a ce qu'on appelle un bassin d'avant-arc, avant l'arc volcanique, et lui, il est en perpétuel mouvement. C'est-à-dire que les matériaux se déposent, certains vont s'enfoncer par la subduction, et d'autres vont arriver à la surface et vont s'éroder. Mais ce bassin, en quelque sorte, c'est un bassin qui est, d'une manière générale, aligné sur l'arc volcanique et en plein mouvement et en permanence. Et les sédiments que l'on y trouve, ce sont des sédiments essentiellement turbiditiques, c'est-à-dire qui sont associés à des mouvements du sol avec des répercussions dans le milieu aquatique. Alors, nous sommes toujours sur la cordillère des Andes et vous voyez ici comment s'effectue la sédimentation en milieu volcanique. Vous avez ici des volcans avec les laves
en rose les matériaux volcaniques, et ici, vous avez des sédiments qui résultent de l'érosion de ces sédiments volcaniques et de la bordure non volcanique également. Ça, ce sont des bassins qui sont associés au fonctionnement de l'arc volcanique. Voilà une vue de l'Aconcagua qui est un morceau de volcan qui a fonctionné pendant, qui est éteint maintenant, mais qui a fonctionné pendant très longtemps. C'est dire l'importance de l'arc volcanique dans la cordillère des Andes. Ça, ce sont les sédiments que l'on trouve, ce sont des pyroclastites, c'est-à-dire des morceaux de croûte terrestre émises par le volcan et cristallisés dans l'air et qui sont retombés sous forme justement de ces pyroclastites ou de sable volcanique en quelque sorte. On est toujours dans la cordillère des Andes et je vais vous montrer ici les sédiments dans le bassin d'Avant-Pays qui est ici. Hein, vous reconnaissez l'arc volcanique ici, les bassins d'arrière-arc, et ici, vous avez le bassin d'avant-arc, la plaque Masca qui est ici, morceau de plaque pacifique, s'enfonce sous la plaque sud-américaine, et le bassin que vous voyez ici, qui résulte de l'altération et de l'érosion du relief volcanique qui est ici, eh bien, ce bassin se dispose en écailles qui vont petit à petit disparaître au niveau du plan de subduction. Alors voilà à quoi ressemble cette sédimentation dans... Voilà, alors voilà les turbidites. Alors je n'entre pas dans le détail, si je crois que je vais vous en parler un peu plus loin. Les turbidites, ce sont des sédiments qui accompagnent une secousse essentiellement tellurique, un tremblement de terre qui se produit dans un bassin sédimentaire, il va générer une secousse. Il va générer une secousse, et cette secousse va se traduire par un déplacement des sédiments qui vont aller des zones hautes vers les zones basses. Et évidemment, c'est le problème de la gravité. Et les successions que l'on a ici, ce sont des successions de turbidites, c'est-à-dire que chacun de ces ensembles, ici, je vais vous en montrer d'autres, je crois, correspond à un tremblement de terre à un moment donné. Pendant une période stable, on a la sédimentation qui s'effectue sur le bord du continent. Le tremblement de terre arrive, tout est secoué et la construction sédimentaire se détruit, et sur plusieurs dizaines de kilomètres, vous avez les sédiments qui sont remis en mouvement. Ce sont des sédiments qui sont légers, gorgés d'eau et pas encore consolidés, et par conséquent, ils peuvent se déplacer sur des dizaines de kilomètres et ils vont s'accumuler ailleurs. On appelle ça des sismites. Autre type de bassin, le bassin flexural, c'est le bassin molassique suisse ici, c'est-à-dire c'est un creux qui se situe en avant de
chaîne de montagne des Alpes et dont l'histoire est essentiellement liée à l'avancée de l'arc alpin. Alors voilà des coupes qui vous montrent la géométrie d'un type de bassin. Vous voyez que la sédimentation s'effectue à plat, mais au fil du temps, comme l'arc alpin avance, vous voyez les sédiments qui étaient plats, eh bien ils s'infléchissent, ce qui fait qu'on a là un certain nombre de séquences qu'on appelle des tectoséquences, qui sont associées à des déplacements tectoniques, mais à l'échelle, non pas du tremblement de terre, mais à l'échelle de la chaîne de montagne, c'est-à-dire des millions d'années, en quelque sorte. Autrement dit, on a un certain nombre de cycles qui accompagnent l'évolution de ce bassin d'avant-pays. Donc vous voyez, évidemment, là on est dans une carrière. Avant de comprendre ce qui se passe, il faut faire tout le tour du bassin pour essayer de voir quels sont les ingrédients qui permettent de dire « Ah ben oui, on est dans un bassin d'avant-pays ». C'est pas évident, comme ça. Voilà les sédiments qui qui accompagnent la tectogenèse. Alors, un autre type de bassin, ce sont les bassins atlasiques, les bassins du moyen et surtout du haut Atlas marocain que vous avez ici. Voilà, ça c'est le haut Atlas, ça c'est la Meseta, ça c'est le Rift, en quelque sorte, qui a une histoire beaucoup plus récente, et ça c'est la plaque africaine. Alors, à un moment donné, ici, lorsque la Tétis s'est déchirée, une phase de rifting, il y a une fissure qui venait de la future Asie actuelle et qui s'est propagée en direction de l'Atlantique. Et cette fissure-là a généré un creux où les bassins sédimentaires, futurs bassins atlasiques, se sont mis en place. Et cette déchirure est arrivée jusqu'à l'Atlantique actuel. Et puis, à un moment donné, l'Atlantique qui n'existait pas s'est ouvert à cause de la migration de l'Afrique. Et à ce moment-là, on a un autre type de bassin, ce sont des bassins atlantiques qui se sont mis en place. Alors l'intérêt des atlas marocains, c'est qu'on a cette double histoire. Une histoire tétisienne, qui est ancienne, Trias jurassique, où les bassins sédimentaires sont associés à la Tétis, qui évoluait. Et puis on a une histoire plus récente, à partir du Crétacé, il y a à peu près 80-90 millions d'années, où l'histoire marocaine a été une histoire atlantique. Et le passage entre les deux est absolument extraordinaire, parce que ce passage s'effectue en milieu continental, en milieu lacustre. On était dans l'extrémité occidentale du rift tétisien et on est en bordure orientale du rift atlantique. Donc il y a toute une période là de plusieurs dizaines de millions d'années où la sédimentation a été continentale et où les dinosaures ont vécu. Et par conséquent, le Maroc est une région où l'on compte le plus grand nombre de gisements, d'ossements et de traces de dinosaures au monde. Ceci a permis la création justement d'un géoparc qu'on appelle le géoparc du Ngoun,
que j'ai visité il y a à peu près 3 semaines et où effectivement on arrive à reconstituer à travers les sédiments, les dinosaures, etc., on arrive à reconstituer cette histoire qui est absolument magnifique. Alors voilà cette chaîne-là des atlas. Vous voyez que c'est une chaîne qui est tranquille, en quelque sorte. Ça, c'est en dessous, c'est la plaque africaine, puis au-dessus, on a une sédimentation qui, en rose, c'est le Trias, c'est la création du rift téthysien. En bleu, c'est le Jurassique, c'est l'évolution du rift qui se déplace vers l'Atlantique. Et puis, ici, en vert et en jaune, eh bien, c'est le rift atlantique qui prend la place. Et entre les deux, il y a une période plus ou moins longue sans sédimentation. Voilà. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle un bassin de chaînes intracontinentales. Les atlas marocains sont des chaînes intracontinentale, contrairement à la cordillère des Andes qui est une chaîne de bordure de plaques. On a une plaque dans les Andes, une plaque continentale qui va passer par-dessus la plaque océanique avec un plan de subduction. Ici, on a un rift avorté, c'est-à-dire qu'on a une période d'extension qui génère des bassins pépères sur croûte continentale avec des faciès bordiers, puis le rift téthysien se bloque à cause du déplacement de l'Afrique, justement en direction du sud, et il faudra attendre l'ouverture de l'Atlantique beaucoup plus tard pour que la sédimentation reprenne au niveau de l'Atlas marocain. Alors, ça génère donc ces bassins intracontinentaux qui sont spécifiques des atlas marocains. Voilà, vous voyez que bien que étant un milieu subcontinental, le taux de sédimentation peut être très très fort et les blocs basculés existent. Voilà, là on est dans le Haut-Atlas central et on est dans la sédimentation jurassique, donc il y a des milliers de mètres de sédiments qui se déposent. Un autre type de sédiments, les sédiments sur relais de décrochement. Alors vous voyez que les éléments de croûte, ici, ils sont à la fois divergents et décrochants. Vous voyez, on le voit ici également. Autrement dit, on a dans la croûte terrestre une espèce de trou de dimension d'organisation losangique qui se crée parce qu'au lieu d'avoir de la distension et de la compression, on a du décrochement comme ça. Alors, souvent on peut avoir du décrochement comme ça et puis dans l'autre sens. Et les bassins sédimentaires en question permettent de reconstituer ça. Alors, dans l'actuel, on a le golfe de Californie, qui est le résultat de mouvements décrochants comme ça, et qui va, la faille de San Andreas accompagne ce mouvement décrochant, ici, comme ça. Mais dans les Pyrénées, je ne sais pas si je vous ai mis... oui, dans les Pyrénées, on a également ça. Les Pyrénées, c'est pas une chaîne de collision entre des plaques, contrairement à ce que vous voyez dans la littérature et partout. Les Pyrénées, c'est l'histoire d'un bras de rift, comme ça,
le bras de rift atlantique qui a tendance à s'ouvrir, il s'ouvre largement dans le golfe de Gascogne, mais dans les Corbières, il ne s'ouvre plus du tout. Donc, on a un mouvement comme ça, et puis il se referme. Autrement dit, et l'ensemble est associé à des mouvements plus décrochants à petite échelle. Ce qui fait que la chaîne des Pyrénées, c'est la conséquence de ce mouvement de rift qui a avorté et qui a généré des bassins que vous voyez ici, qui sont des bassins losangiques. Les bassins sont disposés en chapelet, ils sont losangiques et ils traduisent l'avortement finalement de l'ouverture. Alors, parmi ces bassins, vous en reconnaissez un certain nombre, et les plus près de nous, vous voyez le bassin des Baronnies, à Bagnères de Bigorre, et vous avez le bassin de Lourdes-Bagnères également. Vous voyez, ce ne sont pas des grands bassins sur croûte océanique, ce sont des bassins sur croûte continentale, mais qui sont disposés en chapelet. Alors j'insiste là-dessus parce que vous ne trouverez jamais dans la littérature cette interprétation. Dans la littérature, on dit la chaîne des Pyrénées, c'est une chaîne de collision entre la plaque européenne et la plaque ibérique, avec une faille importante, la faille nord-pyrénéenne, entre les deux. Ça, c'est du pipeau. Non. L'histoire de la chaîne des Pyrénées, c'est l'histoire d'un rift qui a essayé de s'ouvrir, poussé par l'Afrique qui se déplaçait vers le sud. Il a essayé de s'ouvrir, mais comme l'Afrique a changé de trajectoire, eh bien, l'Ibérie, qui est un morceau d'Europe, c'est pas une plaque, l'Ibérie, c'est un morceau mobile d'Europe. Eh bien, cette Ibérie a essayé de s'éloigner de l'Europe, mais elle a été obligée de se rapprocher de nouveau parce que l'Afrique poussait, l'Afrique mène le jeu. Donc, les Pyrénées, c'est pas une chaîne de collision interplaque. Les Pyrénées, c'est l'histoire d'un rift avorté, une déchirure avortée. Rappelez-vous de ça, vous ne le trouverez pas sur les livres de géologie. Alors voilà l'un de ces bassins. Alors évidemment, à cette échelle-là, ce que je vous raconte, on ne le voit pas. Il faut évidemment faire un peu le tour de la question. Mais je viens de publier un travail qui a été accepté pour publication, où je raconte justement ma façon de voir les Pyrénées. Alors je vous en donnerai un tirage à part quand ça sera sorti. Alors, nous changeons d'échelle. On était à l'échelle des bassins. Et maintenant, nous arrivons à l'échelle du sédiment lui-même. C'est-à-dire le produit de l'érosion qui va devenir petit à petit une roche. Et cette roche-là, elle va faire partie de l'histoire du bassin. C'est elle qui nous permet de reconstituer l'histoire. Le bassin, on ne le voit pas. Le caillou, on le voit. Et si on arrive à lire son histoire, on en déduit l'histoire du bassin qui le contient. Alors, il y a un certain nombre de données là que je vous donne, mais ce n'est pas très très important. Le faciès. Le faciès, c'est, vous voyez, l'ensemble des caractères physico-chimiques et biologiques qui caractérisent le sédiment en un lieu donné. Caractères physico-chimiques, c'est-à-dire c'est du carbonate de calcium, c'est de la silice, c'est autre chose. Biologique, ça contient des ammonites, ça contient d'autres types de fossiles. Et ça vous donne le faciès, c'est-à-dire l'aspect de la roche à un endroit donné. Principe des causes actuelles, ça c'est important également. Ça veut dire que notre interprétation des phénomènes du passé s'appuie encore une fois sur
l'actuel. Actuellement, on voit les phénomènes se dérouler et on en déduit que par le passé, étant donné que la conjonction était la même, eh bien, les mêmes causes produisaient les mêmes effets. Voilà. Si vous n'admettez pas ça, vous ne pouvez pas faire de géologie. La loi de Voltaire. Ah, ça aussi, c'est important. Je vais vous en montrer des exemples. La loi de Voltaire. Voltaire a démontré que sur le terrain, quand on se promène sur le bord de la route, qu'est-ce qu'on voit? On voit un empilement de couches, comme ça. Voilà. Et Voltaire s'est dit, il y a 200 ans à peu près, cet empilement que l'on voit aujourd'hui, il est le reflet local d'un étalement à un moment donné. Autrement dit, quand vous avez une succession de terrains, vous avez un empilement avec des faciès, avec un aspect différent. Eh bien, il faut que vous arriviez à considérer le bassin dans son ensemble et à considérer que les faciès qui localement, ponctuellement, sont superposés, à un moment donné, ils étaient étalés dans le bassin. Alors, voilà où s'effectue la sédimentation. Vous voyez, il y a deux zones essentielles, c'est-à-dire ici, en bordure de mer, en blanc c'est la mer, en bordure de mer, ici, ou en fond, ici, de bassin. Et ici, à cause de la pente, on a très peu de sédiments. Sauf les sédiments turbiditiques, parce que les turbidites qui sont la conséquence d'un tremblement de terre dans le sédiment, bien, il faut imaginer, vous avez des sédiments qui sont ici et qui sont mous, vous avez un tremblement de terre qui se produit, et alors les sédiments vont se déplacer en direction de la pente et vont s'étaler à l'horizontale pour constituer ce qu'on appelle les turbidites. Alors voilà des coupes qui vous montrent, par exemple ici un milieu calcaire. Vous voyez que à partir des faciès, c'est-à-dire à partir des caractéristiques à la fois lithologiques, calcaire, argile, schiste, etc., et du contenu paléontologique, il y a tel type de fossiles, on en déduit le faciès, c'est-à-dire l'endroit précis où la sédimentation s'est faite. Et on arrive à reconstituer sur le terrain, même lorsqu'on s'adresse à des sédiments qui ont 300 ou 400 millions d'années, à reconstituer précisément l'endroit où se situe le sédiment en question par rapport à la côte de l'époque et par rapport à la fosse abyssale de l'époque également. C'est-à-dire, lorsqu'on a l'habitude de terrain, où qu'on aille sur la planète, eh bien, quand on voit une succession, on sait où on est. On sait où on est d'un coup. Ah, c'est pas du jour au lendemain qu'on apprend ça, mais on y arrive et ça marche. Alors, voilà, là on est dans l'actuel. Et c'est important parce que c'est l'actuel qui nous permet de comprendre le passé. Vous voyez, là, on est dans un lagon aux Bahamas et la sédimentation qui s'effectue dans ce lagon ici, c'est une sédimentation calcaire. C'est une sédimentation calcaire. Bon, sur la bordure, je passe, il y a du gypse, des évaporites. C'est une sédimentation calcaire parce que le calcaire, il se mélange facilement à l'eau. Donc, il est entraîné par les rivières et il va se déposer en bordure de mer et non pas dans les grands fonds. Parce que si il y a une épaisseur d'eau importante,
plus de 200, 300, 400 mètres d'eau, le calcaire il se dépose pas, et il reste en suspension dans l'eau. Donc, si on a du calcaire, on sait qu'on est dans une situation paléogéographique telle que celle-ci. Alors voilà ce que ça donne. Là, on est au Mexique, dans le Cénomanien. Eh bien, on avait une plateforme qui allait depuis l'Europe pratiquement jusqu'aux États-Unis. L'Atlantique était en train de s'ouvrir. Et quand on va au Mexique et qu'on voit une succession comme ça dans le Cénomanien, eh bien, on retrouve le Cénomanien des Corbières. Ou d'ailleurs, à l'époque, nous avons fait faire une thèse à une étudiante mexicaine, justement, pour qu'elle compare l'évolution au Crétacé supérieur de la marge pyrénéenne et l'évolution de la marge mexicaine. Et on s'est rendu compte que les faciès, les coupures sédimentaires, les séquences, tout ça, ça se parallélisait. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'était à côté. Et puis ça s'est dépassé. Ça s'est séparé. Alors là, on est dans un environnement qui est tout à fait différent. Là, on a une sédimentation qui est graiseuse, argileuse et de turbidite. C'est-à-dire que vous voyez que la structure initiale est démolie, détruite. Là, on est dans le versant sud des Pyrénées, à Insa, sur le bord de la route. Eh bien, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on était au tertiaire, l'Éocène, eh bien, il y a eu un tremblement de terre qui, à un moment donné, a affecté les sédiments qui se situaient sur les futures Pyrénées et les a entraînés vers le sud au niveau du bassin d'Aïnsa, finalement. Et ce sont des turbidites qui traduisent les mouvements tectoniques éocènes dans les Pyrénées. Alors, les voilà ces turbidites. Je crois que ceux qui sont venus avec moi l'année dernière, nous les avons vus et regardé les turbidites ensemble dans le versant sud des Pyrénées. Je ne me souviens plus. Mais, voilà. Vous voyez, une turbidite, c'est la succession de tous ces termes-là. Là, on a une discontinuité, là, on en a une autre, et là, on a, si la turbidite est complète, on a 5 termes. Bon, vous voyez, de A à E, 5 termes. Et ces termes-là traduisent une secousse sismique. C'est-à-dire qu'ils sont, bien que superposés, ces termes, tous associés à une déstabilisation du substrat par un tremblement de terre. Ça arrive d'un coup. Ce qui fait que là, ici, vous avez 1, 2 et 3 turbidites successives qui traduisent 3 périodes de tremblement de terre très importantes. Et lorsqu'un bassin sédimentaire comme le bassin sud-pyrénéen se met en place, puisque les Pyrénées sont en train de monter, eh bien il y a des périodes de stabilité relative et puis des périodes de tremblement de terre importants. Et lorsque vous avez un tremblement de terre, les sédiments qui s'étaient déposés en bordure du bassin, qui sont relativement tendres et mous, ils ont peut-être 500 000 ans, vous voyez, ils sont mous, eh bien, ils sont déstabilisés et comme il y a une pente, ils descendent sur la pente. Et instantanément, ils vont constituer instantanément, c'est-à-dire à peu près un quart d'heure. Alors, à l'échelle des temps géologiques, c'est des millisecondes. Et ça va donner justement ces turbidites-là. Alors, on va essayer, sans entrer trop dans le détail, voilà une turbidite avec les différents termes. Alors,
celle-ci est complète. Celle-ci est complète, c'est-à-dire que ici, on a la base de la turbidite, on a une surface, c'est-à-dire une période où il n'y a pas de sédimentation. Et puis ensuite, d'un coup, en un quart d'heure, on a les sédiments A, B, C, D et E qui se déposent. Ils sont superposés là, localement. Mais on peut arriver à les retrouver étalés à l'horizontale. Quand une turbidite se déclenche, vous avez un paquet de sédiments qui se déplacent, et puis vous avez ensuite un classement qui va s'effectuer. Pour le dépôt, vous allez avoir les plus lourds, les plus grossiers, puis de plus en plus fins, puis vous allez avoir des argiles qui vont tourbillonner en quelque sorte, et à la fin vous allez avoir des argiles calmes qui vont traduire la fin du tremblement de terre. Donc, imaginons un bassin sédimentaire, on est en bordure, on a, mettons, 20 mètres de sédiments qui se sont déposés sans tremblement de terre, pépère. Un tremblement de terre arrive, en un quart d'heure, vous avez tout un paquet de sédiments, un peu à l'image d'un écroulement que vous voyez en bordure d'un chemin quand il a beaucoup plu. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut voir la turbidite. À ce moment-là, ça se déplace. Alors, il y a des turbidites qui ont atteint le milieu de l'Atlantique, c'est-à-dire des dizaines, des centaines de kilomètres de longueur. En particulier quand les sédiments sont fins, s'il y a des courants, ils s'en vont très très loin. Alors voilà, là vous avez une illustration de la loi de Voltaire. Vous voyez, à gauche, ici, vous avez la turbidite. L'empilement en quelque sorte, et à droite vous avez l'étalement en quelque sorte, et vous voyez que si vous allez d'ici à là, vous allez retrouver la même succession ici. Autrement dit, la sédimentation s'effectue, et ça c'est très très important, la sédimentation s'effectue non pas sous forme de couches, vont rester sur place dans des creux. Par exemple, lorsque vous prenez la vallée de la Neste, que vous arrivez au-delà de Sarancolin, vous avez un empilement, comment ça s'appelle, à Illette, voilà. Vous avez un empilement de couches rouges qui correspondent à l'un de ces bassins ici. Donc ça c'est le début de la sédimentation. Voilà un peu comment, à travers cette image, vous pouvez imaginer ce type de bassin sédimentaire. Ici, vous avez la chaîne de montagne qui est en train de s'éroder. Et puis ici, vous avez tout un cortège de sédiments. Là, vous avez des sédiments continentaux, ce sont des cônes. Ici, vous avez une plaine alluviale, et là, vous avez une rivière avec les méandres. Voilà, ça c'est le début du processus sédimentaire lorsqu'on passe d'une période de création de la chaîne de montagne à la période d'érosion de la chaîne de montagne. On est en milieu continental et l'érosion commence à se produire. Alors voilà, sur le terrain, le type de sédiment que vous avez, par exemple, ici, à la Rune. Ce sont des sédiments continentaux et rouges. Bon, après, là, vous voyez le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, vous voyez la Tétise ici, on est à stade suivant, c'est-à-dire que on avait une chaîne de montagne avec des bassins continentaux, type Sarancolin, et maintenant on a
un rift qui est en train de se créer. Ce rift, c'est le rift tétisien qui est ici. Vous voyez, l'Algérie, la Tunisie. Et les sédiments que l'on va trouver là vont être des sédiments qui n'auront rien à voir avec les sédiments de Sarancolin. À Sarancolin, on avait des galets, on a des blocs, vous les voyez sur le bord de la route, ça veut dire qu'on avait des pentes, et les blocs n'ont pas gagné la mer, ils sont restés sur place. Voilà. Tandis que là, on va avoir une érosion importante des reliefs, c'est-à-dire qu'on va avoir petit à petit installation d'un bassin et la sédimentation va se faire à plus grande échelle et avec des matériaux plus fins. Ça va être des argiles beaucoup plus fines ou bien des évaporites. Voilà les évaporites du Trias, des Pyrénées, qui traduisent justement l'installation, le passage du milieu continental hercynien au milieu marin. On est en milieu intermédiaire en quelque sorte de transition. Et évidemment, ces évaporites, ça c'est du sel et de l'argile, ces évaporites, elles sont très très instables. Parce que l'argile ne tient pas le coup. Ce qui fait que, et comme il y a du sel, eh bien le sel va avoir tendance à monter vers le haut pour alimenter les diapyres, comme à Salis de Béarn par exemple. Et alors tout ça, ça va donner une tectonique particulière. Alors lorsque vous voyez ça dans la cordillère des Andes ou en Himalaya, vous pensez à l'exemple des Pyrénées, vous dites « Ah ouais, je vois, je suis dans ce contexte-là. » Alors, la mer arrive et on a des plateformes. On est toujours dans les Pyrénées. Le bleu, c'est la plateforme. Et la voilà avec les calcaires du Jurassique. Là, on est dans les corbières. C'est-à-dire que on a une sédimentation qui n'est plus détritique, il n'y a plus les galets. Les galets, ils sont ailleurs. Les galets, ils sont ou bien inexistants parce qu'il n'y a pas de relief, ou bien ils sont plus loin sur le continent. Il n'y a pas les argiles ni les évaporites. Là, on a une tranche d'eau de 20, 30, 40 mètres, et on a les carbonates qui vont se déposer. Que vous soyez au Mexique, dans les Himalayas ou en Nouvelle-Zélande, si vous avez des calcaires comme ça, et avec les fossiles, vous savez tout de suite, à 20 mètres près, quelle était l'épaisseur de la tranche d'eau qui a présidé à leur dépôt. Et là, voilà un autre type de sédiment, parce que, vous voyez, on est toujours dans les Pyrénées, vous voyez les flèches qui indiquent les mouvements relatifs, et il y a une tentative d'ouverture en bleu foncé, c'est la déchirure pyrénéenne. Vous voyez, l'Ibérie qui est au sud ici va avoir tendance à s'écarter de l'Europe pour ouvrir le golfe de Gascogne, mais ça va avoir une durée éphémère. En effet, sur la droite, vous voyez ici qu'il n'y a pas d'ouverture du tout au niveau du golfe du Lion. Alors voilà, la sédimentation maintenant, elle change et on a des turbinites, c'est-à-dire qu'on a une pente sédimentaire importante. C'est-à-dire que on avait un milieu continental, puis on a un milieu lagunaire, et puis on a un milieu marin relativement stable avec 30-50 mètres d'eau. Et maintenant, les plaques, les croûtes s'écartent. On va avoir des pentes sédimentaires et une sédimentation de type flysch, comme ça, avec des turbinites, c'est-à-dire des sédiments qui se mettent en place en relation avec les tremblements de terre. Les tremblements de terre ont lieu parce que la terre s'ouvre. On a le début de la création d'un cycle orogénique. Actuellement, nous sommes au milieu du cycle.
C'est-à-dire que la Terre s'ouvre à certains endroits et elle se ferme à d'autres endroits. Vous voyez, on est entre deux Pangées. Essayons de réfléchir à l'échelle planétaire. La dernière Pangée, c'était 300 millions d'années. Et dans 150 millions d'années, nous disent les spécialistes, la prochaine Pangée aura lieu autour du pôle Nord. Donc on est au milieu du cycle. Alors voilà la sédimentation, avec en particulier, je n'insiste pas, vous voyez ici, on a des paquets de plateformes qui ont dégringolé dans le bassin, là on a des brèches, etc. Autrement dit, quand on est sur le terrain, si on a un peu d'expérience, on voit tout de suite tous ces phénomènes-là et on connaît leur âge. Là par contre, l'orage est passé, on est sur la plateforme. C'est-à-dire que on avait un relief et puis on a un rift, la déchirure s'est faite, les bordures se sont éloignées et maintenant la sédimentation pépère s'effectue sur un domaine stable. Et à ce moment-là, vous voyez, on a une sédimentation essentiellement calcaire avec des turbidites localement, etc. Et voilà un exemple de cette plateforme carbonatée dans le Crétacé supérieur des Pyrénées au niveau du château de Peyre-Pertuse, dans l'Aude. Voilà un autre type de sédimentation qui vous montre ici en bas, toujours à propos des Pyrénées, comment s'effectue au début du tertiaire la sédimentation. C'est-à-dire que les Pyrénées sont quelque part ici, là on est au niveau de l'Atlantique, et vous voyez que la sédimentation progresse en direction de l'ouest. Les Pyrénées naissent à l'est, et le bassin sédimentaire, que ce soit en Aquitaine ou en Espagne, est repoussé en direction de l'ouest. Et les sédiments traduisent ceci. On a là la chaîne de montagnes qui naît, et ici on a le bassin qui se ferme progressivement. Alors, là on change d'échelle. On va voir comment s'effectue la sédimentation en fonction de l'eustatisme, c'est-à-dire en fonction des variations relatives du niveau de la mer. Le paléoclimat, c'est-à-dire le degré d'érosion ou de sédimentation, et puis l'espace disponible, c'est-à-dire la tectonique. La tectonique crée l'espace disponible. L'eustatisme, ça, c'est vraiment très important. Il y a des moments où la mer est haute partout. Ça veut dire qu'il y a peu de glace au niveau des pôles. Actuellement, on est en période de montée du niveau de la mer. Plusieurs millimètres, peut-être parfois 1 centimètre par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le volume global de terre dans la planète ne change pas, lui. Il n'y a pas de la terre qui vient d'ailleurs, mis à part quelques... Bon. Donc, si la mer monte, c'est qu'il y a davantage d'eau dans les océans, et ça veut dire que la calotte glaciaire fond. Et la calotte glaciaire fond, ça veut dire que la mer monte et le milieu de sédimentation se déplace. Il se déplace évidemment en direction des continents. Mais on dit actuellement ce sont les activités humaines qui réchauffent l'atmosphère et par conséquent créent les conditions justement de cette montée des océans. C'est probablement en partie vrai. Mais nous, géologues, nous connaissons des périodes, par exemple au Crétacé supérieur, il y a
80 millions d'années, où il n'y avait pas un poil de glace dans les pôles. Et il n'y avait pas d'hommes. Par conséquent, le réchauffement climatique de l'époque avait une autre cause que l'activité humaine. Vous voyez, donc il faut être très très prudent lorsqu'on avance des choses comme ça. Il est certain que l'activité humaine joue un rôle. Mais le rôle essentiel, c'est l'histoire de la Terre, à mon avis. Alors, bon, là je ne vais pas entrer dans le détail. Les sédiments, ils se déposent en fonction des variations relatives du niveau de la mer. Si vous avez une mer qui monte, vous créez de l'espace disponible pour la sédimentation. Si vous avez le niveau de la mer qui baisse, vous enlevez de l'espace disponible. Et pour une quantité de sédiments donnée, si vous avez beaucoup d'espace disponible, vous allez avoir un prisme sédimentaire localisé. Il y a de la place. Si l'espace disponible est plus faible, vous allez étaler les sédiments à l'horizontale. Et ça va donner des séquences, en quelque sorte, qui vont être différentes en fonction des effets de la tectonique, mais également en fonction de ces phénomènes-là, c'est-à-dire, je ne vais pas entrer dans le détail, des positions particulières de la Lune et du Soleil, et de l'orbite de la Lune par rapport au Soleil. Et on a un certain nombre ici de cycles qu'on appelle les cycles de Milankovitch, qui ont une durée de quelques milliers d'années à peine, c'est-à-dire des morceaux de sédiments qui traduisent ça et qui permettent de comprendre quelle a été l'évolution du cycle orbital de la Terre par rapport au Soleil fixe. Bon, je passe. Alors voilà, un autre phénomène également. L'importance du rayonnement solaire dans l'hémisphère nord et par conséquent la sédimentation. S'il fait chaud, on érode peu. S'il fait plus froid, on érode davantage. Et en plus, il pleut. Et ce que vous voyez là, c'est une évolution au cours, dans une durée de 15 000 ans, de moins 25 à 10 000 ans. Vous voyez quelle était la variation de l'ensoleillement dans l'hémisphère nord. Et vous voyez que le bleu c'est le froid et le vert et le jaune c'est le chaud. Vous voyez que il y a 25 000 ans, l'hémisphère nord ici était beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Et par conséquent, les conditions de la sédimentation ont changé, ont varié également en fonction de ce paramètre. Voilà, là on est dans les Corbières, voilà une traduction des cycles de Milankovitch. C'est-à-dire que, vous voyez les couches, là, eh bien, chacune de ces couches correspond à un cycle de Milankovitch. C'est-à-dire à une période où l'orbite de la Terre avait une position particulière par rapport au Soleil. Voilà la précision, quelques milliers d'années, la précision à laquelle on arrive maintenant. Et c'est un dénommé Milankovitch qui a déterminé ça. Bon, la géométrie des surfaces, je ne vais pas insister. Je vous ai dit que, d'une manière générale, la sédimentation à l'échelle locale, elle s'effectue par empilement des couches, mais si l'on se déplace latéralement,
eh bien, c'est essentiellement ici, le prisme qui est la règle, en quelque sorte. Ces images-là vous montrent que si on arrive à trouver sur le terrain, en se déplaçant à plusieurs endroits, et si on est calé au point de vue stratigraphique, on sait qu'on est dans le Cénomanien, on se déplace, eh bien on va voir les mêmes couches, mais qui vont avoir un aspect différent, plus épaisse ou plus mince, avec des fossiles différents, etc., dont on saura si on est vers l'amont du prisme ou bien vers l'aval du prisme. Alors, sur le terrain, c'est très difficile à voir ça, mais en sismique, les géologues pétroliers nous ont montré de multiples exemples de ceci. Et lorsqu'on fait du terrain, lorsqu'on fait une carte géologique, eh bien on se rend compte de ça, du fait que la sédimentation, ce n'est pas des couches, ce sont des prismes. Voilà un exemple justement de sédimentation à l'échelle locale, à l'échelle de l'affleurement, voyez, où on a des prismes. Les couches ne sont pas parallèles. Alors ça aussi c'est important. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce que vous voyez ici, voilà, c'est qu'il y a des moments au cours du temps où le niveau de la mer est haut et d'autres moments où le niveau de la mer est bas. Il est haut, il est bas. Si le niveau est haut, vous avez beaucoup d'espace disponible et vous allez pouvoir concentrer à un endroit donné beaucoup de sédiments. Si le niveau est bas, eh bien, vous avez moins de place pour concentrer les sédiments, donc vous allez les étaler, les sédiments. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a ici les oscillations du niveau de la mer en fonction des contraintes climatiques et autres. Il y a des moments où l'océan mondial est haut, des moments, vous voyez, la ligne 0, des moments où ponctuellement l'océan est bas, il est haut, il est bas, il est haut, il est bas, etc. Voilà. Ceci, par contre, dans un bassin, c'est un mouvement continu. Le bassin, à cette échelle-là, s'enfonce progressivement. Ce qui fait que ce qu'on voit dans le bassin, c'est à la fois les oscillations du niveau de la mer et la subsidence. Bon, oui, là, c'est la notion de séquence où l'on voit à un moment donné ici la plateforme externe, la plateforme interne. Ça veut dire que localement l'espace disponible a diminué, donc on a des faciès différents. Ici, au début, on avait beaucoup plus d'espace qu'ici, et vous voyez que le niveau marin change. Il est plus marin ici parce qu'on a plus d'espace et moins marin ici parce qu'on a moins d'espace. Voilà, je vais vous montrer ça. Ça résume en quelque sorte ce dont je viens de vous parler. Vous voyez qu'on a une organisation des sédiments en fonction des variations du niveau de la mer. Ces variations du niveau de la mer s'effectuent à l'échelle planétaire, à l'échelle eustatique et en fonction également des cycles de Milankovitch. Ce que nous voyons là, c'est deux grands cycles, séparés par une discontinuité en rouge ici. Là, vous avez un premier cycle, vous voyez, qui est prismatique en quelque sorte, et ici, on a une
transgression marine, ça veut dire qu'on crée de l'espace disponible, donc les sédiments s'en vont vers le continent. Vous créez de l'espace disponible, la côte monte, donc les sédiments s'en vont vers le continent. Puis, ici, le niveau de la mer est maximum. À ce moment-là, elle est tellement haute qu'il n'y a pas de sédimentation. La sédimentation s'effectue ailleurs. Elle s'effectue plus loin vers le continent. Et puis, l'océan mondial baisse, et à ce moment-là, on va remplir l'espace disponible comme ceci, ici. Voilà. Et ça crée un cycle transgression avec création d'espace disponible, régression avec diminution de l'espace disponible. Et il y a ainsi des millions et des millions de cycles que l'on voit à travers l'histoire des bassins sédimentaires. Voilà un exemple dans les Pyrénées de paraséquence, c'est-à-dire c'est une période très courte à l'intérieur d'une séquence de dépôt à un moment où ponctuellement on a eu un dépôt. Et ce dépôt, il est fait de calcaire, ici, voilà, il est fait de calcaire et d'argile. Alors, l'argile qui est rouge là, eh bien, elle s'est déposée quand on crée de l'espace disponible, c'est-à-dire l'océan mondial, l'océan est plus haut et par conséquent les terrigènes, les argiles arrivent. Et puis si l'océan mondial est plus bas, les conditions sont telles qu'on va avoir une sédimentation de calcaire. Et là, on a calcaire-argile, etc. Ce sont les cycles de Milankovitch. Voilà. Un autre exemple ici également d'environnement particulier. Ici, vous avez des calcaires et puis là, vous avez des argiles. Donc, on passe de l'un à l'autre, on est dans une zone de talus. Ici, on est sur la plateforme, ici, on est sur le bassin, et là, on est dans la période de basculement. C'est-à-dire que la plateforme calcaire carbonatée, eh bien, elle va s'enfoncer et la sédimentation, au lieu d'être calcaire, elle va être argileuse. Voilà. Et ça, c'est un phénomène particulier de l'histoire des Pyrénées. Autre chose également, c'est l'évolution des bassins et de la sédimentation. Vous voyez, on a des argiles, des calcaires, des argiles, des calcaires, des argiles, des calcaires, etc. Autrement dit, on a là toute une série de séquences qui traduisent le passage, ça c'est dans le versant sud des Pyrénées, d'une sédimentation argileuse, marneuse, où on avait un espace disponible, une tranche d'eau très élevée, et petit à petit, la sédimentation est devenue plus proximale et calcaire. Et le bassin est en train de se fermer. Une discontinuité, également une lacune sédimentaire, et voilà, j'ai terminé. Bon. Encore une fois, je m'excuse de vous presser, mais il y a tellement de choses à dire, et ce que j'aimerais surtout, c'est d'essayer de le vivre avec vous sur le terrain, de manière à ce qu'on voit comment ça fonctionne, tout ça. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info.
Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.